À propos de la tradition, dans le sens éminent, dont vous vous considérez en Italie comme le principal théoricien, quels sont les rapports entre vos idées et celles de René Guénon, qui avait la même orientation traditionnelle et antimoderne? Bon, il y a une différence qu'en partie dépend de ce qu'on appelle les questions personnelles. Parce que ma constitution, ma tradition était différente de celle de Guénon. Guénon était somme toute un intellectuel. Moi, j'étais plus pour le côté actif, pour le côté action, etc. Et ces différences se projettent à une certaine mesure aussi dans les interprétations respectives que nous donnons à tout l'héritage traditionnel. Pendant que Guénon souligne surtout le rôle de la contemplation, de la connaissance, moi, je ne nie pas le rôle que connaissance et contemplation ont. Mais je dis qu'une autre voie possible, c'est celle de l'action. Et dans mes interprétations, j'ai souvent fait tomber l'accent sur la tradition, sur la création de l'action. Et par là même, et on voit la différence qui consiste dans le fait que Guénon donne la priorité à la caste sacerdotale comme dépositaire de la contemplation, pendant que moi je donne la prééminence à la tradition guerrière et royale. Archive, monsieur, voilà 3 premières. Cette différence se reflète dans les rôles que nous donnons à l'Église et à l'Empire. Guénon estimait que si l'Occident a eu une tradition, ceci est dû à l'Église, à la tradition catholique. Moi, j'affirmais avec Dante, je dirais, au demeurant, que la tradition ghibelline de l'Empire était l'exponent justement d'une tradition de la même dignité, avec une dimension surnaturelle qui est très claire dans l'idéologie ghibelline des Hohenstaufen, des empereurs allemands. Et j'ai cherché de trouver les documents, les témoignages de cette veine secrète dans la littérature chevaleresque et surtout dans le mystère du Graal, qui pour moi c'est un mystère absolument gibelin. L'idéal suprême de cette courant, ce n'est pas le prêtre ou l'Église, mais c'est la... Alzare. 3A première. Le mystère du Graal. Alors, en cherchant des témoignages sur la spiritualité impériale, sur l'ère ghibelline, je me suis rapporté à toute la tradition chevaleresque, notamment à la tradition du Graal, que j'ai interprété dans un livre qui est paru aussi en français, qui s'appelle Les mystères du Graal et la tradition ghibelline. Et alors, il apparaît que le Graal, qu'on devait retrouver pour faire fleurir de nouveau un royaume déchu, c'était justement l'héritage de cette tradition unitaire, royale et sacerdotale dans le même temps. Parce que c'est là un point de différence avec Guénon. Parce que Guénon, comme il est obligé de reconnaître, estime qu'aux origines, les deux autorités étaient réunies. L'autorité spirituelle et le pouvoir temporel étaient un. Ce qui existait jusqu'à hier au Japon, pour ne parler des anciennes civilisations, il ne faut pas la peine de les nommer ici. Et puis que seulement ensuite, il y a eu cette division des pouvoirs. Mais alors, étant donné cette division, il estime que c'est partant
du pouvoir de l'autorité spirituelle qu'on devait chercher chercher de venir à une reconstruction traditionnelle. C'est qui est arbitraire parce que s'il s'agit de des morceaux, on peut concevoir la même entreprise aussi partant de l'autre, c'est-à-dire intégration royale dans la dimension spirituelle. Et de là, il y a des différentes conséquences. Puis sur des points particuliers, je ne m'arrête pas trop parce que ça conduirait trop lointain. Guénon estimait que l'Église catholique aujourd'hui, ce serait le point de repère, le point de repère pour un redressement traditionnel. On voit aujourd'hui où est que va l'Église. Ce sont des illusions. Et je garde une lettre de Guénon avec laquelle nous avions une correspondance très suivie, dans laquelle, puisque j'ai fait cette objection, il a dit, pour moi c'était un devoir d'indiquer certaines possibilités, mais je savais d'avance qu'il aurait eu une fin de recevoir. Et alors la direction aujourd'hui ouverte à gauche de l'Église ne laisse pas de doute sur cette chose. Et l'autre point de contraste, c'est au sujet de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie. Il considère que, puisqu'il est très formaliste, que lorsqu'on organise l'organisation traditionnelle, au moins aux origines traditionnelles, garde intactes ces rites, ces cérémonies, toutes ces opérations, elle maintient sa valeur, même si au point de vue pratique, elle subit une dégénération ou bien. Et moi, je ne suis pas de cet avis, n'est-ce pas? Et je ne peux pas que constater l'action dans le sens antitraditionnel, que depuis la vieille Révolution française jusqu'à hier, la maçonnerie comme une sorte de religion du troisième État a exercé. Et je suppose que la maçonnerie, qui aux origines avait un caractère initiatique, que dans cette maçonnerie se sont infiltrés, sont pénétrés des influences qui lui ont donné une direction tout à fait contraire. Est-ce que vous accepteriez de nous parler d'un point particulier? C'est le livre le plus mystérieux de Guénon, Le Roi du Monde. Oui. Qu'en pensez-vous? Eh bien là, c'est un aperçu général du caractère de nature documentaire. Il constate comme l'idée d'un centre suprême du monde revient dans les traditions les plus diverses. Et il décrit ces différentes traditions. Et décrit aussi quelle est la fonction attribuée à ce centre. Quant à dire si ce centre existe ou non, il croit qu'il existe, mais il ne va pas trop à s'aventurer dans cette information, dans une affirmation si dangereuse, parce que j'écris un essai dont le titre est Les centres initiatiques de l'histoire. Ce roi du monde devait contrôler les destins de l'humanité. Que fait-il? Parce qu'il est clair que l'Occident, depuis longtemps, a pris la voie du déclin, d'involution. Et aujourd'hui, encore davantage. Que fait-il? Ou il ne peut pas, ou il ne veut pas intervenir. Alors, c'est là un problème. Et nous ne parlons pas du Tibet, dont les mythes étaient si fascinants, si charmants pour beaucoup de spiritualistes, de théosophes. Et il a suffi que des bandes communistes l'envahissaient parce que tout ce qui était tradition tibétaine a disparu. Sur le plan de l'action, quels ont été vos rapports avec le national-socialisme et le fascisme? Est-ce qu'à cet égard, il faut se reporter à votre livre, Le fascisme et ses critiques du point de vue de la droite, suivi des remarques sur le Troisième Reich? Bon, il faut que je dise d'abord que je n'étais ni fasciste, ni national-socialiste, ni membre d'aucun parti, comme je n'ai pas donné ma voix à aucune élection. Pour ce qui est de ce mouvement, il y a deux côtés.
à considérer l'un négatif, c'est-à-dire leur négation. Et je ne pouvais pas être d'accord avec le mouvement qui s'est déclaré contre toute démocratie et tout marxisme. Alors, je pouvais accepter cette position. Pour ce qui concerne les côtés positifs, il y a des côtés valuables, des aspects valuables, des aspects qui ne l'étaient pas. Et ce que je pouvais prouver est la reconstruction de l'autorité de l'État. L'idée de dépasser la lutte des classes avec une formation hiérarchique et corporative, et un certain style militaire et discipliné de la nation, et une certaine tendance anti-bourgeoise. Et tout cela, pour moi, allait bien. Et ce que je n'approuve pas, c'est le côté dictatorial. Chez nous, le mal est à moitié parce que, bien que nominalement, la monarchie existait encore. Au contraire, l'action du national-socialiste a été, dans un certain sens, assez destructrice, parce qu'il a nié, en grande partie, ces traditions qui existaient même après la Première Guerre mondiale. Alors, pour ce quels sont les rapports avec ce mouvement, je n'ai exercé presque aucune action dans le monde du fascisme, aussi pour des raisons particulières de mentalité et pour une sorte de maçonnerie qui s'était formée là, des groupements fermés. Pendant que j'exerçais une certaine action en Allemagne, mais justement dans ce milieu qui n'était pas justement national-socialiste, mais qui était conservateur aristocratique. Par exemple, j'ai fait des conférences. Archive, monsieur, voilà 4 premières. Une seconde. Au cas. Non, quand on va. J'ai dit que les rapports, je l'ai eu surtout avec l'élément de ce qu'on appelait la révolution conservatrice en Allemagne, die conservative révolution. Et j'étais très ami du baron von Gleichen, qui était le président du Herrenclub, du club des seigneurs de Berlin, dont le rôle est assez connu dans la période précédente. Et pas avec les mouvements nazistes en tant que tel. Pour Hitler, je n'avais aucune sympathie, parce qu'avant tout, j'ai trouvé qu'il était une nature prolétarienne. En second lieu, qu'il est un type dangereux de posséder, bien très doué, d'où ses succès, etc. Et pour ce qui est de la SS, le discours est un peu différent, parce que d'habitude, on connaît de la SS seulement les aspects les plus fâcheux, camps de concentration, tout cela, Gestapo, etc. Mais il faut se rappeler que Himmler flirtait avec l'idéal d'un ordre, ce qu'on appelait, il y a aussi un livre en français, l'ordre noir. Il voulait ressusciter dans une nouvelle forme l'ancien ordre, les chevaliers Teutones, les chevaliers germaniques du IIe siècle. Et dans ce sens, il travaillait pour donner une certaine formation particulière des mi-spartanes et des mi-prussiennes à ces éléments choisis, éléments nouveaux, et qui demandaient aussi qu'il avait de la race et qu'il avait une formation surtout militaire aussi. Et alors, dans ce sens, puisqu'il cherchait aussi une sorte de consacration pour cet ordre, il avait intérêt aussi pour les symboles primordiaux, tout ce qui était les traditions primordiales. Et dans ce sens, il avait porté aussi l'attention à moi. Et j'ai fait des conférences à Berlin, en allemand, pour des chefs de la SS, justement sur ces domaines, sur ces camps tout à fait particuliers, ces domaines tout à fait particuliers.
Et c'est là tout. Je n'ai pas eu notre relation avec les Allemands. Est-ce que vous avez effectivement tenté de constituer le début de l'Ordre Noir? Qui était lui, Lui, il l'a Himmler. eu. Himmler l'a tenté. Et il a formé. Si ce qui a formé était à l'auteur de l'idéal, c'était notre discours, n'est-ce pas? Voulez-vous nous dire quel est votre concept de race et pourquoi vous avez été accusé par vos adversaires de racisme? Mais vous savez, racistes, fascistes, etc., ce sont des étiquettes qu'on emploie très volontiers pour quelqu'un qu'on veut liquider sans se donner la peine de connaître les idées véritables. Et pour ce qui est le problème de la race, ce serait un discours un peu long, parce qu'avant que le fascisme aussi avait pris une orientation raciste, je travaillais en Allemagne dans le sens de rectifier ce que je voulais appeler le racisme biologique et scientiste qui avait pris très pied. Et je ne pouvais faire parce que j'étais italien, parce que un Allemand qui aurait fait ces propos, très probablement serait fini dans un camp de concentration. Alors, pour arriver à l'essentiel, je me suis occupé du racisme, mais avec l'intention de le rectifier. De là, une doctrine toute particulière de la race. C'est évident que, comme toute conception, aussi celle de la race dépend de l'idée qu'on a de l'homme. Si cette idée est matérialiste, c'est évident qu'il y a aussi les conceptions qui la prend pour base seront matérialistes. Et ce sera différent lorsque la base est différente. Alors moi, je suis parti pas de la conception biologique de l'être humain, de l'entité humaine, mais bien de la conception traditionnelle. L'homme composé par un esprit, une âme et un corps. Et alors j'ai posé le problème de la race pour toutes les éléments. Alors j'ai formulé une théorie de la race du corps qui correspond plus ou moins à l'anthropologie courante. Une théorie de la race de l'âme qui étudie la typologie des manières de réagir, des sentiments, des aspirations, tout cela. Tout cela peut avoir un style particulier qui peut être aussi caractéristique d'un certain groupe humain. Et au sommet, il y a la race de l'esprit. Ce sont les formes typiques qui peut avoir l'attitude vis-à-vis au spirituel, à la vie et à la mort en général, les surnaturels, etc. Alors, dans cette manière, j'ai présenté un tableau plus complet, plus intégral du problème de la race. Et il se peut qu'intéresse que Mussolini, dont, je le dis entre parenthèses, je n'étais pas l'éminence riche, comme on a écrit en France, mais que j'ai vu seulement dans cette occasion, a eu l'occasion de lire ce livre que j'écris en Italie. Ça s'appelle Synthèse de la doctrine de la race, avec ses différenciations. Et il était enchanté, au point qu'il voulait en faire la base pour une action particulière dans laquelle l'Italie aurait été le sujet actif vis-à-vis de l'Allemagne, pour la supériorité, les caractères plus complètes de cette thèse. Et c'est là la première occasion que j'ai vu Mussolini, lorsque la guerre avait déjà commencé. Alors tout se raconta, pour moi, éminence riche, Mussolini, etc., ce sont de la fantaisie pure. J'ajoute que le racisme, ce n'est pas un synonyme d'antisémitisme. Le problème du judaïsme, pour moi, existe. Mais on ne doit pas confondre les choses. Dans Les Hommes et les Ruines, vous avez avancé une doctrine qui se résume en ces mots: agissez de sorte que ce sur quoi vous ne pouvez rien ne puisse rien sur vous, et aussi chevaucher le tigre. Voulez-vous nous expliquer
cette doctrine? Eh bien, il y a là, je me permets de le dire, une petite confusion. Parce qu'il s'agit de deux livres très différents. L'un s'appelle les hommes et les ruines. C'est-à-dire les hommes qui sont encore debout au milieu des ruines spirituelles et matérielles de l'époque ultime. L'autre, c'est à le titre Chevaucher le tigre. Le premier, en un certain sens, est positif, parce que je cherche d'exposer les éléments d'une doctrine de l'État, d'une vision de la vie, d'une éthique, la critique de l'économie, du passement du capitalisme, du socialisme. Et c'était là le problème de la guerre occulte. Et c'était jusqu'à arriver à un chapitre final qui s'appelle l'Europe, son unité et ses conditions, où je pose les problèmes et je cherche de les résoudre selon un point de vue naturellement traditionnel. Alors ce livre a été écrit, maintenant il paraît en 3e édition, il a été écrit il y a 12 ans, dans le but de servir des points de repère par un groupement des droits italiennes. Il est inutile de remarquer, de souligner que lorsque je parle des droites, je ne parle point du tout de la droite économique, qui pour moi est une subversion telle comme les marxisme et l'autre. Il s'agit d'une droite politique, aristocratique, si vous voulez, comme vous pouvez la concevoir, Metternich, Bismarck, ou si vous voulez, Borra, dans un certain sens. Alors, il devait servir comme point de repère pour cette action, pour ce groupement, comme base idéologique pour ce groupement. Et je peux dire qu'après la guerre, celui-ci a été le premier livre, l'unique livre qui a exposé d'une manière systématique une doctrine antidémocratique, une doctrine aussi antisocialiste, etc. C'est l'unique chose qui existe. Maintenant, je cherche de le faire paraître en France. J'ai fait des tentatives. Et je pense que ce serait bien aussi parce on m'a dit qu'il y a assez de forces qui cherchent une orientation plus précise dans ce sens. Et Chevaucher le tigre. Bien. Je vais couper. Encore. Et Chevaucher le tigre. Chevaucher le tigre, c'est bien. Tandis que le premier livre a une intention positive, le point de repère pour une reconstruction, bien que hypothétique et utopique étant donné le temps. Le deuxième livre a une orientation, a une prédisposition négative. C'est-à-dire que nous sommes désormais dans une époque de dissolution complète, qu'il y a des procès en cours qui sont arrivés à une phase telle qu'on ne peut plus les arrêter. Au point que s'opposer directement à ce procès, à ce phénomène, on risquerait d'être écrasé. Alors il y a une autre manière de les accepter, mais lui donner une direction différente. Et c'est là la formule chevaucher le tigre. Le tigre, c'est qui est déchaîné, chevaucher et s'y mettre dessous pour attendre que l'animal se fatigue ou bien s'épuise pour prendre la parole. Et là, il y a un autre point. C'est une formule tantrique. Transformer les poisons en médecine. Et alors, dans ce livre, j'ai considéré une série de domaines. La religion, la morale, la science, les arts, la politique, la vision du monde, la société, la famille, le sexe, tout cela. Et j'ai examiné le caractère de la dissolution qui a frappé tous ces domaines. Et puis j'ai indiqué de quelle manière on peut utiliser cette dissolution, pas avec un résultat négatif pour une destruction, comme c'est le cas pour la plus grande partie des personnes, mais pour un homme que j'appelle l'homme différencié, pour acquérir une libération supérieure.
en détruisant de certaines formes qui, somme toute, ne sont pas les formes du monde de la tradition, mais la forme de la civilisation de la société bourgeoise, acquérir une nouvelle supérieure liberté. Alors c'est là le thème de ce livre.